suis très contente de vous avoir aujourd'hui avec nous parce que c'est dans le cadre d'une programmation de transfert de connaissances avec le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Et c'est Madame Catherine Tardif qui va commencer cette première conférence de cette programmation qui s'échelonne donc de février jusqu'au mois de juin. On en aura 4 en tout. C'est la deuxième année qu'on fait une programmation de transfert de connaissances conjointe avec le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. On en est très fiers et cette année, c'est vraiment axé sur les travaux des étudiants qui vont être mis de l'avant lors des 4 conférences qui vont être données cet hiver et ce printemps. Je vais me permettre de vous donner les petites instructions d'usage, mais la plupart d'entre vous sont déjà bien au fait de ça. On va quand même, je pense, être assez nombreux. On va, en tout cas pour la partie présentation, fermer micro et caméra. Ça permet de sauver de la bande passante. La présentation, comme vous avez probablement dû le voir, est enregistrée. La période des questions ne le sera pas. Donc, il n'y a aucun risque que vous retrouviez votre visage sur le site de l'Institut de première ligne ou sur notre chaîne YouTube. Il y aura juste la partie présentation qui figurera et toutes les personnes qui y sont inscrites recevront le lien qui mènera vers cette présentation qui est donc enregistrée. Vous recevrez aussi le lien vers le sondage d'appréciation. C'est quelque chose qui est très utile pour nous parce que ça nous permet de nous améliorer en termes de contenu ou en termes de format pour les midi-conférences à suivre. Il vous sera envoyé par courriel, mais il figurera aussi dans le fil de conversation à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez aller le remplir, ça prend 2 minutes. Et ensuite, ce sera fait. Sans plus tarder, parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu voir, c'est Catherine. Je vais la présenter, puis ensuite, je ferme mon micro, je ferme ma caméra et je vais lui laisser la place. Donc, avec nous, on a Catherine Tardif. Catherine est enseignante, spécialiste en musique au primaire et aussi chargée de cours à l'Université de Montréal. Dans le cadre de sa maîtrise, elle s'est intéressée aux pratiques d'enseignement de musique, à l'anxiété de performance musicale et au bien-être en classe des élèves au primaire. Elle est présentement doctorante à l'Université de Montréal et ses travaux portent sur les apprentissages durables, les gestes professionnels d'enseignants spécialistes au primaire et la perception des élèves de leur environnement socio-pédagogique. Donc, Catherine, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup d'abord de l'invitation. Merci à tous ceux qui sont présents aussi ce midi, ceux qui ont accepté aussi de se déplacer, là, étant donné que la présentation a dû être reportée. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. Merci pour la belle introduction. Donc, sans plus tarder aussi, je vous partage mon écran et on se lance dans la présentation de mon projet de maîtrise. Bien long, je vais organiser mon ordinateur pour être vraiment efficace. Donc, je vous présente aujourd'hui les résultats de mon projet de mémoire dans lequel je me suis intéressée donc à l'anxiété de performance musicale et au bien-être en classe des élèves du primaire qui participent à un programme en arts-études. Donc, mon projet a été supervisé par Madame Julie Laine, qui est la directrice du Centre RBC en santé mentale. Donc, voilà, et Madame Hélène Boucher de la Faculté des arts à l'UQAM également. Pour le plan de présentation aujourd'hui, je vais poser un peu la table, expliquer le contexte de la recherche, qu'est-ce que c'est que les projets pédagogiques particuliers et donc les programmes en arts-études. Je vais faire un survol un peu de l'état des connaissances en ce qui a trait à l'anxiété de performance musicale et le bien-être des élèves en contexte d'éducation musicale. Je vais vous présenter finalement le projet de recherche et les résultats qui en découlent et surtout, je vais passer un peu plus de temps sur les recommandations, qu'est-ce qu'on en retient de tout cela finalement. Donc, au Québec, l'enseignement artistique est obligatoire dans les écoles primaires et secondaires, mais cet enseignement-là peut être bonifié par les écoles qui le désirent, entre autres en offrant un projet pédagogique particulier en arts-études. Ces projets-là, il y a deux types de projets pédagogiques qui peuvent être mis en place dans les écoles. On a d'abord les concentrations reconnues en art. Celles-ci sont plutôt inclusives et visent le développement global de l'enfant. Et on a aussi d'autre part les programmes hors-études, donc les programmes auxquels je me suis intéressée particulièrement. Donc ces programmes-là visent vraiment à soutenir l'accès aux études supérieures en art et donc ça inclut souvent pour les élèves de soumettre à des tests d'admission pour pouvoir entrer dans ces programmes-là. Donc,
Le micro est fermé. Merci. Est-ce que vous avez manqué tout le début de tout ça ou ça allait? Non, non, pas du tout, Catherine. Ça a fait ça pendant environ 2 secondes. T'inquiète pas, tu peux continuer. Je pense que c'est une fausse manip. C'est vraisemblablement mon erreur. Aucun problème. Donc, je poursuis. Merci. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les élèves doués qui se ramassent dans un milieu qui est plutôt homogène ont tendance à se comparer avec leurs comparses et donc à évaluer plus faiblement leurs sentiments de compétence, ce qui ferait en sorte que leur niveau d'anxiété aurait tendance à augmenter, dû donc à l'homogénéité de ce milieu-là. On remarque aussi que pour obtenir l'appellation hors-études, les écoles doivent respecter certaines règles de reconnaissance, donc qui impliquent un remaniement souvent de la grille horaire et donc des horaires qui sont plutôt chargés. Ils doivent aussi faire la démonstration que ce programme-là mis en place apporte particulièrement aux élèves. Donc, ça implique souvent des prestations qui sont devant le public ou la participation à des concerts. Donc, tout ça, finalement, expose les élèves à des contextes qui sont plutôt axés, finalement, sur la performance. On retrouve donc une clientèle qui semble plus susceptible d'être exposée à des situations qui sont stressantes ou anxiogènes et on va voir qui pourrait faire entrave au bien-être des élèves. Donc, quand on parle d'anxiété de performance musicale, l'anxiété de performance musicale, l'anxiété de performance en général, et on la confond parfois avec l'anxiété sociale, mais on les distingue selon certaines caractéristiques. Entre autres, l'anxiété de performance musicale, elle est vraiment axée sur la performance, évidemment, musicale, mais surtout du fait que la pression ou l'intérêt des participants, des musiciens, est vraiment d'aller répondre à leurs propres attentes qui sont souvent particulièrement élevées. Contrairement à l'anxiété sociale, ce serait vraiment de vouloir plaire à son public, etc. Mais là, ici, on parle de vraiment de pression qui découle de ses propres attentes, finalement. Cette anxiété peut se manifester de 3 types. En fait, on a des manifestations qui peuvent être affectives et cognitives, donc avoir des moments de panique, des pertes de mémoire, des troubles de concentration lors des performances. On a des manifestations qui sont somatiques ou physiologiques, comme les mains moites, avoir des palpitations ou avoir des papillons dans le ventre. Finalement, des manifestations qui sont comportementales, par exemple avoir des tremblements ou même figés, avoir de la difficulté à bouger. Donc, c'est important quand même de mentionner que l'anxiété de performance peut avoir aussi un effet positif sur les performances. Ça peut avoir un effet qui est activateur ou mobilisateur, mais ça pourrait aussi avoir des conséquences négatives, comme mener à une perte d'intérêt ou à un désengagement, une perte de motivation, et donc, de cette façon-là, venir faire entrave au bien-être des musiciens. En plus, ça, si on regarde au niveau scolaire, c'est certain que le bien-être des élèves est au cœur des orientations pédagogiques ministérielles québécoises. On le retrouve, le bien-être au cœur, entre autres, des domaines généraux de formation et aussi parmi les axes d'intervention du plan stratégique qui a été élaboré. Donc, qu'est-ce qu'on en connaît finalement de l'anxiété de performance musicale en contexte d'éducation musicale dans les contextes scolaires? Donc, on sait tout d'abord que c'est un phénomène qui est de plus en plus documenté et que sa présence a été démontrée même tant chez les amateurs que chez les professionnels. On a vu aussi l'anxiété de performance, des manifestations qui sont présentes en leçons individuelles et dans des pratiques d'ensemble. Et elle peut se manifester aussi indépendamment du nombre d'années d'expérience. On a même des manifestations qui ont été recensées chez des enfants dès l'âge de 3 ans, donc dans les milieux de la petite enfance. On peut quand même catégoriser certains facteurs selon trois catégories. En fait, on va parler des caractéristiques des élèves d'abord. Donc, on remarque entre autres, similaire en fait à toutes les formes d'anxiété de performance, que les filles sont plus à risque de développer de l'anxiété de performance musicale. Les adolescents aussi, les jeunes adultes sont plus touchés par ces manifestations-là. Mais on en a quand même déjà rapporté des manifestations d'anxiété, donc comme je le disais, chez des tout-petits, même d'âge préscolaire. On a plusieurs associations qui sont faites aussi entre les traits de perfectionnisme et l'anxiété de performance musicale. On a aussi inclus dans les caractéristiques des élèves l'influence des parents, parce que ça appartient finalement à l'élève en soi, son milieu familial. Donc, le parent joue quand même un rôle important dans le développement musical de l'enfant de façon générale. Leur implication est d'ailleurs souvent reconnue comme étant utile et pertinente pour le développement musical des enfants. Mais on a quand même des associations qui montrent, des études qui montrent que les élèves avec des parents qui ont des attentes qui sont particulièrement élevées sont plus susceptibles de développer une attitude négative face aux apprentissages et que
la perception des enfants d'avoir des parents qui sont particulièrement critiques ou qui ont des attentes spécifiquement élevées quant à leur performance musicale serait aussi un prédicteur quand même significatif de l'anxiété de performance musicale. On trouve aussi plusieurs sources qui mettent en évidence l'influence des circonstances contextuelles. Dans les circonstances contextuelles, on remarque entre autres les formats de prestations. Donc les prestations qui sont individuelles, solo, devant public, en petite, seraient les plus anxiogènes pour les musiciens. Ensuite, on a les performances en petits groupes. Et finalement, les performances en grands ensembles seraient les moins stressants ou exacerberaient moins les manifestations d'anxiété de performance. On a aussi le public. Donc non seulement le nombre de personnes présentes dans la salle, mais aussi la qualité du public présent. Donc, le niveau de connaissance du public dans la salle aurait aussi une influence finalement sur les manifestations. Finalement, on a les apprentissages, les contextes d'apprentissage, les contextes de répétition qui, eux aussi, on a de la documentation qui nous montre que ça pourrait quand même être un endroit où il y aurait des manifestations d'anxiété, de performance musicale, malgré que ça soit quand même les milieux qui seraient les circonstances contextuelles qui seraient les moins favorables à ces manifestations-là. Mais on ne néglige pas quand même cette possibilité-là. En contexte extrascolaire, par contre, on n'a pas trouvé d'influence de l'enseignant de musique comme tel dans un contexte scolaire, mais en contexte extrascolaire, il y a aussi des facteurs qui sont associés aux pratiques d'enseignement et aux relations entre l'enseignant et les élèves qui pourraient contribuer au stress ou aux manifestations d'anxiété de performance. Entre autres, on a le niveau de préparation du chef de chœur qui aurait un impact sur le ressenti des choristes, son niveau de préparation, son attitude et le respect qu'il fait preuve envers les choristes, par exemple. On a aussi tous les enseignements qui sont centrés sur la performance, où l'enseignant va, par exemple, inonder les élèves de commentaires et d'informations qui visent l'amélioration des performances, qui pourrait avoir un effet activateur des manifestations d'anxiété de performance. Pour ce qui est de l'éducation musicale et du bien-être des élèves, donc on a quand même beaucoup de documentation par rapport à l'effet de l'éducation musicale sur les performances académiques ou sur le développement cognitif et social des enfants, mais on a peu de recherches qui mettent en évidence l'effet des programmes d'éducation musicale sur le bien-être des élèves. En plus ça, les études qui sont recensées font rarement, du moins, la distinction entre la part respective de la pratique instrumentale, la part de la participation à des programmes musicaux ou encore la part de l'intervention enseignante dans ces contextes-là. Malgré tout ça, on a quand même quelques articles qui documentent l'influence des programmes musicaux, mais il faut nuancer ici, les articles qui ont été recensés sont vraiment spécifiques à un programme particulier ou à des programmes qui sont similaires, inspirés de El Sistema. Donc, El Sistema, c'est un programme qui vise à donner accès à une éducation musicale à des jeunes qui sont en milieu défavorisé. Les objectifs du programme visent vraiment à développer les habiletés sociales des enfants. Donc, c'est des programmes qui sont vraiment immersifs et qui sont pensés pour venir développer les habiletés sociales et donc avoir des retombées positives sur le bien-être des élèves. Malgré ça, c'est ce qu'on remarque dans ces programmes-là, c'est que oui, on voit des retombées positives sur les compétences sociales, sur le sentiment d'appartenance, la confiance en soi, même les relations sociales positives entre les élèves, avec les parents à la maison et avec les enseignants. On remarque aussi surtout que l'influence de ces programmes-là tend à être de plus en plus grande avec les années de participation. On a, en contexte général, la sensibilité de l'enseignant et la gestion positive des situations de classe, la conception de l'erreur véhiculée dans la classe et les pratiques évaluatives qui sont des facteurs qui peuvent influencer le bien-être de l'élève à l'école. Mais on a peu d'études qui ont analysé l'influence de l'enseignant de musique sur le bien-être de l'élève en contexte d'éducation musicale. On a quand même certains auteurs qui ont pu distinguer des pratiques qui sont spécifiques au contexte disciplinaire, parfois en situation extrascolaire, c'est-à-dire en enseignement individuel ou en cours parascolaire, si on veut, qui pourraient quand même contribuer à une expérience d'apprentissage qui est positive.
Donc, on identifie certaines dynamiques relationnelles qui sont favorables à une expérience d'apprentissage qui est positive, comme une autorité qui est bienveillante, faire preuve d'ouverture, de considération pour le point de vue de l'élève, avec une certaine flexibilité pédagogique. On identifie aussi des pratiques qui peuvent contribuer au bien-être parce qu'entre autres, elles peuvent soutenir le plaisir, l'engagement ou le sentiment d'accomplissement des élèves. Finalement, on a remarqué à travers cette recension-là, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucune étude qui permet vraiment de voir l'influence spécifique des pratiques d'enseignement sur le bien-être et l'anxiété de performance des élèves. Donc, la question qui a alimenté notre projet de recherche à la maîtrise, c'était vraiment de savoir dans quelle mesure les pratiques d'enseignement de la musique ont cette influence potentielle-là sur l'anxiété de performance, le bien-être des élèves, et particulièrement dans les programmes hors études, parce que, comme on l'a situé tout à l'heure, on pense que ces milieux-là peuvent être particulièrement anxiogènes ou stressants pour ces élèves-là. Donc, pour guider nos choix méthodologiques, expliquer un peu sur quoi repose notre analyse, donc je tiens à présenter d'abord la théorie du bien-être de Seligman et les travaux de Jaya Wickrem et ses collaborateurs par rapport aux 3 types de variables qui peuvent permettre de situer vraiment le bien-être et d'analyser, de conceptualiser finalement le bien-être des élèves. Donc, la théorie du bien-être de Seligman, elle est constituée de 5 éléments qui sont interdépendants et qui mesurent à la fois les éléments qui sont de nature hédonique, c'est-à-dire qui sont ancrés dans le moment présent, et des éléments qui sont de nature eudémonique, donc qui font référence à la capacité de l'individu à entrevoir la possibilité de développer son plein potentiel. Donc, les 5 éléments sont regroupés sous l'acronyme PERMA. Ce que Jaya Wickrem et ses collaborateurs ajoutent, en fait, c'est qu'ils ne vont pas considérer uniquement ces 5 indicateurs-là pour expliquer un peu le bien-être psychologique ressenti. On va utiliser aussi des variables contributives, donc par exemple le genre, les traits de personnalité ou l'influence de la famille, donc les caractéristiques de l'élève finalement dans le cas de notre projet d'étude. Et ensuite, ils vont considérer aussi l'effet des variables de processus, donc les valeurs, l'humeur de la personne, donc son état psychologique. Et finalement, ben, les variables résultantes, ce sont les indicateurs qui ont été élaboré par Seligman, donc les 5 éléments de la théorie du bien-être de Seligman, qui sont regroupés sous l'acronyme PERMA qu'on voit ici. Donc, le P est pour les émotions positives, donc c'est la joie, c'est le plaisir, c'est tout ce qui est associé au confort et qui s'inscrit donc dans le moment présent. Le E est pour l'engagement. Ici, Seligman parle d'un engagement qui est psychologique, donc il distingue un peu de l'engagement qui est comportemental ou émotionnel. L'auteur il fait plutôt référence au phénomène du flow. On va le voir tout à l'heure un peu plus en détail. Dans ce cas-ci, c'est vraiment d'être absorbé par ses activités quotidiennes et donc de cultiver des projets de vie qui peuvent être stimulants. Le R est pour les relations positives, donc on imagine facilement qu'en contexte scolaire, les relations positives peuvent être avec l'enseignant, avec les pairs, et on pense même avec les relations positives à la maison. Ensuite de ça, le M est normalement pour meaning. En français, on le traduit par expérience signifiante. Donc, c'est le sentiment d'être connecté à quelque chose qui est plus grand que soi, d'avoir une raison de vivre. Et l'auteur fait aussi référence au sentiment d'appartenance. Le A, finalement, est l'accomplissement. Donc, c'est l'idée de travailler dans l'atteinte d'un but et donc de vouloir réussir quelque chose. C'est une motivation qui doit être intrinsèque. Finalement, chacun des éléments contribue de façon individuelle et significative au bien-être global. Chacun est aussi le résultat d'un choix qui est volontaire et qui ne peut pas être influencé par les autres éléments. Chacun peut aussi être mesuré de façon indépendante et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a retenu cette théorie-là pour notre projet de recherche parce que de cette façon-là, on va pouvoir aller investiguer quel facteur peut influencer lequel de ces éléments-là indépendants plutôt que d'avoir une mesure d'influence qui serait sur un bien-être qui est somme toute global. Il y a aussi l'avis du Conseil supérieur en éducation qui présente une conceptualisation systémique du bien-être de l'enfant à l'école et où on reconnaît justement les caractéristiques individuelles de l'élève, un peu comme les variables contributives qu'on a nommées tout à l'heure, et aussi l'influence de l'environnement scolaire et pédagogique. Donc, met vraiment de l'avant l'influence de l'enseignant qui peut avoir sur le bien-être de l'élève à l'école. Nous, ce qu'on a décidé d'aller
observé concrètement, ce sont les pratiques d'enseignement. On a défini les pratiques d'enseignement comme étant les pratiques qui résultent d'interactions pédagogiques qui se déroulent en deux parties, donc l'élève et l'enseignant, et qui sont faits au moyen de gestes de communication, autant les communications verbales que non verbales. Donc, ce sont les gestes de l'enseignant qui lui permettent de piloter l'enseignement en classe en gérant le fonctionnement du groupe classe. Donc, ce qui nous a amené à formuler finalement des objectifs de recherche et donc, quand je vais présenter les résultats tout à l'heure, ça sera en réponse à ces objectifs-là. Tout d'abord, on a voulu décrire les pratiques d'enseignement qui ont été observées dans les projets pédagogiques particuliers en arts-études musique au primaire. On a voulu décrire l'anxiété de performance et le bien-être en classe des élèves. Ensuite, explorer l'effet modérateur des variables de processus et leur influence aussi sur les variables en lien avec les variables contributives. Donc, de voir comment tout ça s'articule comme effet sur l'anxiété et sur le bien-être des élèves. Et finalement, on a voulu aussi examiner l'influence des pratiques qui ont été observées sur le bien-être en classe des élèves. Donc, concrètement, le projet de recherche a été présenté à une équipe d'une école qui offre un projet art-études. Donc, il y avait 10 enseignantes spécialistes dans cette école-là à qui le projet a été présenté. Et on a 4 de ces enseignantes-là qui se sont portées volontaires finalement pour participer au projet. Ce qu'on leur a proposé, c'est de se présenter à l'école, d'aller les observer. Donc, on leur a proposé de chacune des enseignants être observée dans 3 temps d'observation d'une durée chacun de 16 minutes. Donc, les enseignantes qui ont soumis leur intention de participer ont par la suite acheminé un courriel aux parents de leurs élèves pour les inviter à participer. Ce que ça impliquait pour les élèves, c'était de compléter un questionnaire en classe et les parents avaient aussi un court questionnaire auquel ils devaient répondre pour avoir un peu un portrait de leur situation familiale, de leur expérience, l'expérience des parents musicale, pardon. Et il y avait aussi une question importante sur laquelle je vais revenir à quelques reprises pour la suite de la présentation, qui était de qui venait la demande de venir participer à ce projet pédagogique particulier-là. Est-ce que c'était une suggestion des parents de s'inscrire au programme Art-études ou est-ce que c'était une demande de l'enfant de prendre part à ce projet-là? Donc, on a 222 élèves qui ont été contactés et 181 parents qui ont répondu, qui ont accepté de participer à notre projet de recherche. Donc, ici, juste pour vous donner une idée du questionnaire qui a été administré aux élèves, donc on avait plusieurs sous-échelles. On a mesuré d'abord leur plaisir envers leur cours de musique, la satisfaction, leur motivation, l'estime de soi et leur sentiment d'efficacité personnelle. On leur a aussi posé des questions quant à leur sentiment d'appartenance à leur classe. Et finalement, on a posé des questions sur les manifestations d'anxiété de performance qu'ils pouvaient ressentir par rapport aux performances musicales de concert. Donc, c'était un questionnaire avec des échelles Likert où les élèves devaient coter de 1 à 5. Donc, ultimement, on a 4 enseignantes spécialistes en musique qui ont participé au projet de recherche. Donc, les enseignantes avaient entre 50 et 56 ans et plus de 10 ans d'expérience en enseignement. On avait 164 élèves finalement qui ont répondu au questionnaire, donc 164 élèves qui étaient présents en classe lors des observations. Le questionnaire a été administré aux élèves tout de suite après l'observation qui a été filmée. Donc, ici, on a nos 4 enseignantes A, B, C et D. Les enseignantes B et C enseignaient aux mêmes élèves. Donc, au départ, c'était l'enseignante C qui devait participer uniquement au projet de recherche. Elle s'est absentée et l'enseignante B, qui est déjà une enseignante à l'école, était présente. Donc, on a pu faire les observations autant chez l'enseignante B que chez l'enseignante C. Par contre, ce sont les mêmes élèves qui ont été sondés à la suite des observations. Donc, les élèves ont été sondés une seule fois, ce qui nous fait finalement donc 9 groupes classes qui ont participé au projet de recherche, des élèves de la 3e à la 6e année. On a 79% des parents qui rapportent avoir suggéré à leur enfant de s'inscrire au projet pédagogique particulier, contre 21% qui indiquent que la demande venait de l'enfant. Sinon, par rapport à l'échantillon des enfants, on a 43% qui étaient des garçons et 57% qui étaient des filles. L'école où la collecte de données s'est déroulée se situe au 6e rang décile du seuil de faible revenu, qui indique donc que c'est des familles qui étaient dans la moyenne des revenus
l'indice de revenu moyen québécois, pardon. Donc, pour les résultats, en fait, une fois qu'on a eu réalisé des captations vidéo, on a fait l'analyse de ces observations-là et donc, on a codé par intervalle de 10 secondes les indicateurs qu'on observait. On a regardé la fréquence à laquelle se manifestaient ces indicateurs-là. Donc, on a regardé les types d'activités qui étaient conduites en classe. Il pouvait y avoir des activités magistrales, c'est-à-dire où l'enseignant interrompait la leçon vraiment pour donner des indications. Il y avait des activités où c'était l'enseignant chantait ou jouait simultanément avec les élèves. On avait aussi l'autre indicateur par rapport au type d'activité qui était de parler en même temps que les élèves s'exécutaient alors qu'ils jouaient une pièce, par exemple. Donc, on remarque que de façon générale, les enseignantes ont vraiment passent davantage de temps dans un enseignement qui est magistral, contrairement aux deux autres activités. Par rapport au déplacement, donc les enseignants pouvaient soit s'approcher, s'éloigner du groupe ou être plutôt stationnaires, ce qui a prédominé ici aussi. Ensuite de ça, c'était par rapport aux gestes de direction. Est-ce que les gestes de direction étaient stricts, expressifs ou s'il y avait absence de gestes de direction? Donc, de façon générale, les enseignants n'utilisaient pas de gestes de direction dans notre échantillon. On a aussi observé le contact visuel des enseignantes avec le groupe. Est-ce qu'elles survolaient, est-ce qu'elles avaient un contact visuel d'ensemble avec le groupe? Est-ce qu'elles avaient un contact visuel individuel? Est-ce qu'elles regardaient leur partition ou regardaient autre endroit dans la classe? Donc, on voit que de façon générale, elles survolent l'ensemble de leurs élèves. Pour ce qui est des expressions faciales, donc une expression d'approbation, de désapprobation ou une expression qui était plutôt neutre. Donc là, c'est sûr qu'en plus, les enseignantes avaient des masques, mais on arrivait quand même à distinguer avec la caméra, on voyait quand même assez bien les expressions faciales malgré tout ça. On avait aussi le débit de la voix. Donc, est-ce qu'elles avaient un débit qui était constant, hésitant ou plutôt répétitif? La hauteur de la voix, parlaient de façon aiguë, grave ou variable. Et finalement, le volume de la voix, doux, normal ou fort. Donc, ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est plutôt, en fait, les observations étaient très stables d'une enseignante à l'autre. Comme je vous ai dit, chaque enseignante a été observée à 3 reprises. On a choisi de présenter les résultats par moyenne, étant donné qu'il y avait très peu de variations chez une même enseignante parmi les temps d'observation. Et en plus de ça, on remarque qu'il y a quand même une espèce de convergence entre les pratiques observées d'une enseignante à l'autre. Elles ont des pratiques qui sont somme toute similaires. La deuxième chose qu'on a observé dans les pratiques d'enseignement, c'était à l'aide du Music Teaching Reinforcement Activity Form, les marques d'approbation et de désapprobation qu'utilisait l'enseignant au regard soit des comportements pédagogiques ou des comportements sociaux. Donc, en remarquant tout ça, on remarque d'abord que les enseignantes utilisent somme toute plus de rétroaction avec les élèves de 3e et de 4e année et qu'ils en utilisent moins auprès des élèves de 5e et de 6e année. On remarque aussi qu'elles ont tendance à utiliser davantage de marques de désapprobation que de marques d'approbation. Les marques d'approbation sont aussi plutôt réservées au comportement pédagogique, alors que les marques de désapprobation sont plutôt réparties également entre les comportements sociaux et les comportements pédagogiques. Ensuite de ça, on a fait des comparaisons en comparant par genre d'abord, selon les niveaux scolaires aussi, voir s'il existait des différences par rapport aux différentes échelles qui ont été mesurées. Donc, on remarque que les filles, de façon générale, rapportent plus de manifestations d'anxiété de performance que les garçons. Elles rapportent aussi plus de plaisir que les garçons et une plus grande motivation également. Pour le reste des indicateurs, il n'y avait pas de différence qui était significative ou marquée. Pour ce qui est de la comparaison par niveau scolaire, on remarque ici, ce qui est significatif, c'est vraiment les 6e années qui se distinguent des autres niveaux. Les 6e années rapportent un moins haut niveau de plaisir, de satisfaction, de motivation, une moins grande estime de soi, un climat d'appartenance moins favorable. Le seul endroit où il n'y avait pas de différence significative était par rapport aux indicateurs des manifestations d'anxiété de performance. Donc ici, il n'y a pas de différence qui est significative, c'est-à-dire entre le niveau de manifestation d'anxiété de performance de 3e, 4e, 5e ou 6e année.
On a voulu donc pour explorer l'effet modérateur des variables de processus sur les liens entre les variables contributives et les variables résultantes. Donc on remarque que quand la demande vient de l'enfant ou que la demande vient du parent, il y a des différences qui apparaissent, entre autres par rapport au niveau scolaire. Donc on regarde pour l'anxiété de performance musicale, quand la demande vient de l'enfant, les élèves de 3e cycle rapportent une anxiété de performance, plus de manifestations d'anxiété de performance. Pour ce qui est des différences par genre, ici, c'est surtout chez les garçons qu'on remarque l'influence importante sur l'origine de la demande de participer au programme. Donc, quand la demande vient de l'enfant, de façon générale, les garçons semblent donc avoir plus de plaisir, plus de motivation, être plus satisfaits aussi que lorsque la suggestion a été faite des parents. Ensuite de ça, on a voulu examiner l'influence des pratiques observées sur l'anxiété de performance et le bien-être des élèves. Donc, on a utilisé un test d'analyse de la covariance. Donc, pour ce faire, dans le fond, on neutralise l'effet d'une des variables. Donc ici, étant donné qu'il y avait très peu de variations entre les temps d'observation et tout ça, on n'a pas pu tester toutes les variables. La seule variable qui a pu être testée ici, c'était la fréquence d'utilisation des marques de désapprobation des comportements pédagogiques et son effet potentiel sur la motivation. Donc, en dépit des différences qui étaient observées selon le genre et les niveaux scolaires, on remarque quand même que le genre, l'âge, l'intérêt et les élèves envers le programme ont une plus grande influence finalement que les pratiques d'enseignement, étant donné qu'en contrôlant cette variable-là, on n'avait pas de modification, le genre, le niveau scolaire était ce qui avait le plus d'influence finalement sur le niveau de motivation des élèves. Donc, les principaux constats, on remarque d'abord les différences selon le genre, ce qui n'avait pas été documenté auparavant au niveau primaire. Donc, on sait qu'en général, les filles ont tendance à éprouver davantage de manifestations d'anxiété que les garçons, mais ça n'avait pas été documenté au niveau primaire jusqu'à présent. On a aussi une question dans le questionnaire sur l'anxiété de performance où les élèves ont répondu qu'ils avaient plutôt tendance à éviter les performances individuelles. Donc, en combinant cet outil-là au questionnaire sur le bien-être, on a observé, entre autres, que oui, les enfants disaient préférer vouloir éviter les performances individuelles, donc ils préfèrent jouer en groupe sans public, mais finalement, ils aiment aussi jouer pour les autres. Donc ça, c'est une donnée complémentaire intéressante aussi. On pense entre autres que ça pourrait être expliqué du fait qu'ils aiment aussi recevoir des compliments quant à leur jeu instrumental, qui était une autre des questions du questionnaire. Par rapport au bien-être, donc on remarque que le plaisir, la satisfaction en général sont élevés. Le plaisir, la motivation et le plaisir est plus élevé chez les filles que chez les garçons, comme on l'a vu, et le bien-être serait inversement proportionnel au niveau scolaire. Donc, ce qui est assez cohérent avec l'ensemble, c'est des données qui avaient déjà été démontrées dans d'autres milieux, donc qui viennent montrer finalement qu'en milieu, en programme hors études, ça ne serait pas nécessairement différent des autres milieux à ce niveau-là. Pour ce qui est des pratiques d'enseignement, on remarque d'abord qu'il y a peu de variations entre les temps d'observation. Donc, ça avait déjà été mis en évidence chez les enseignants du secondaire, que les enseignants ont tendance à enseigner de façon plutôt similaire d'un groupe à l'autre. Et donc, c'est ce qu'on a observé également. Ce qui est surprenant, c'est peut-être la prépondérance de l'enseignement magistral. Les fréquences de rétroaction aussi qui varient en fonction des niveaux scolaires. Ça n'avait pas été documenté auparavant, donc ça soulève quand même certains questionnements, aller voir si c'est quelque chose qui est propre à notre échantillon, qui est associé davantage au programme en arts-études ou si c'est vraiment quelque chose de généralisé. Donc, c'est à aller voir. Ensuite de ça, la prépondérance des marques de désapprobation aussi, qui est assez surprenante, en fait. Donc, on va revenir avec... je vais revenir sur ces observations-là plus en détail dans les prochaines minutes. Et aussi, un des constats principaux de notre projet, c'est aussi l'effet de l'origine de la demande. Donc, c'est intéressant de voir comment ça a un effet modérateur et ça peut faire varier finalement les perceptions des enfants quant à leur satisfaction ou à leur manifestation d'anxiété de performance, comme on l'a vu dans les résultats. Donc, ça nous amène quand même à faire certaines recommandations. Donc, tout d'abord, pour les milieux de la recherche, on voit la pertinence de considérer vraiment les 3 types de variables, tant de voir l'influence du genre, de l'âge des enfants, que des variables de processus, dans ce cas-ci, qui était l'intérêt de l'enfant à prendre part à ce programme-là.
donc pour pouvoir finalement vraiment voir comment ça influence les variables résultantes. On remarque aussi que c'est des tendances qui sont similaires aux autres milieux, donc ça va être intéressant d'aller reproduire ce type d'études-là à plus grande échelle dans différents... d'aller voir si vraiment on décrit le portrait des milieux avec les projets pédagogiques particuliers en études. Ce qui est surprenant aussi, c'est l'absence de corrélation entre les mesures d'anxiété de performance et les indicateurs du bien-être. Plusieurs auteurs avancent que l'anxiété de performance peut nuire au bien-être des élèves et tout ça. Et là, présentement, nous, on n'a pas pu l'observer parmi notre échantillon, donc dans notre recherche. Donc, ça va être à investiguer davantage. Il y a peut-être des méthodologies qui seront qui vont nous permettre de le déceler plus finement, finalement, cette interaction-là entre les mesures d'anxiété de performance et celle du bien-être. Et finalement, la théorie du bien-être de Seligman s'avère quand même intéressante puisqu'on a pu observer des différences sur certains indicateurs et pas nécessairement sur l'ensemble des indicateurs, surtout notamment par rapport au genre des élèves. Pour les milieux pratiques, donc je les présente sommairement, mais je vais revenir un peu plus en détail pour donner des pistes de réflexion, des pistes d'action aussi, tant pour les éducateurs que pour les parents aussi qui accompagnent peut-être leurs enfants dans la pratique instrumentale. Donc pour les milieux de la pratique, soutenir la participation active des élèves, c'est certain qu'il va falloir réfléchir à ça compte tenu des résultats qu'on a observés dans ce milieu-là. L'utilisation de la rétroaction au service du sentiment d'efficacité personnelle et des relations positives en classe, c'est quelque chose qui a été démontré dans la recherche. Ensuite, supporter la motivation intrinsèque dès l'entrée dans le programme en observant que la motivation tend à diminuer. On peut supposer en fait qu'elle est moins grande, du moins chez les élèves plus vieux. Donc, de voir comment on peut soutenir cette motivation-là. Et finalement, l'importance d'avoir des pratiques différenciées au sein d'un même groupe parce qu'on le voit non seulement en fonction des genres et de l'âge des participants, il peut y avoir des variations selon aussi les valeurs personnelles des élèves. Donc, pour soutenir la participation active des élèves, je fais lien aussi avec les éléments, les indicateurs de la théorie du bien-être de Seligman. Donc, la participation active des élèves peuvent soutenir les émotions positives. On a des études qui donnent des pistes de réflexion quant aux activités qui sont les plus appréciées des élèves, donc qui peuvent soutenir le plaisir. Je les ai séparées en deux catégories, donc buffet à volonté, d'activités kinesthésiques qui sont particulièrement appréciées par les élèves, l'humour, tout ce qui est l'absurde chez les enfants du primaire, et la répétition, les élèves apprécient la répétition beaucoup. La deuxième catégorie que j'ai mis, c'est avec modération. Donc, à réfléchir puisque les élèves rapportent en général apprécier les éléments de nouveauté, apprécient lorsqu'il y a du défi, lorsqu'il y a des éléments où leur créativité est suscitée et ils apprécient aussi travailler en équipe. La participation active dans tout ça en fait suscite la participation active des élèves et on connaît par la littérature que ça peut avoir des impacts notamment sur la diminution des comportements indésirables. En plus de ça, on est dans l'augmentation du temps de pratique. Ça prend du temps pour devenir bon, donc on soutient ici le développement des compétences des enfants. Mais le petit bémol que je place ici avec l'état optimal, en fait, c'est que tous les éléments de nouveauté, le défi et tout ça, peut aussi engendrer un certain stress chez certains élèves. Donc, on parle du stress optimal en certains cas. Moi, je l'ai décrit comme l'état optimal parce que je pense que ça peut se vivre aussi au niveau de l'anxiété. Donc, si on regarde à gauche, on voit qu'un manque de stress, un manque d'éléments de nouveauté, de défis, tout ça peut conduire l'élève à être dans un état d'ennui ou de désengagement. Et que quand on trouve le bon niveau de stress pour stimuler nos élèves, là, on peut les rendre finalement dans cet état optimal soit de performance optimale ou état optimal dans le sens où état d'apprentissage optimal également. D'un autre côté, on a un surplus de tous ces éléments qui pourraient amener un cumul de stress qui pourrait à ce moment-là amener l'élève également vers un désengagement, mais à un épuisement. Donc, on parle de stress négatif ou c'est ça, une surcharge de stress qui pourrait être néfaste à ce moment-là pour l'élève. Ce qui nous amène à parler aussi de l'utilisation des rétroactions efficaces pour soutenir, entre autres, le flow qui était dans la théorie de Seligman associé à
à l'indicateur d'engagement, en fait, et qui pourrait ici, dans ce cas-ci, soutenir la motivation et le sentiment d'efficacité personnelle. Il y a 3 conditions qui peuvent favoriser le flow, entre autres de proposer des activités où il y a un équilibre entre les défis et les habiletés, de cibler les objectifs qui sont définis et ciblés, pour ne pas me répéter, et finalement d'offrir une rétroaction qui est claire et précise aux élèves. Donc, si on va voir un peu plus en détail chacun de ces 3 conditions-là, comment dans ma pratique en tant qu'enseignant, je peux arriver à m'assurer que les élèves sont dans un état d'équilibre. Donc, d'un, je m'assure de faire de l'évaluation quotidienne, de m'assurer que l'activité que j'offre à mes élèves correspond à leur niveau d'habileté. Donc, je morcelle mes apprentissages, je décortique chacun de mes apprentissages, m'assurer que les élèves ont atteint le niveau d'habileté nécessaire pour passer à l'étape suivante. Et évidemment, ça demande beaucoup de flexibilité pédagogique, d'être capable d'adapter sa planification et ses apprentissages en fonction des défis et des habiletés des élèves. Ensuite de ça, je cible des objectifs qui sont définis et surtout qui sont réalistes. Donc, j'ai besoin que mes élèves puissent avoir une idée très très claire de ce qui est à travailler. Par exemple, aujourd'hui, puis on le fait dans l'enseignement explicite, on va nommer explicitement l'intention pédagogique qui est au cœur de la leçon. On va donner un objectif qui est réaliste par rapport à cet objectif-là. Puis même à plus petite échelle, on fait pratiquer un élève en leçon individuelle ou un parent à la maison qui fait pratiquer son enfant. Aujourd'hui, on va faire ces gammes. Aujourd'hui, je veux que ton trait de gamme, j'aimerais qu'on réussisse à faire ton trait de gamme d'un bout à l'autre sans qu'il y ait aucune hésitation. On va travailler particulièrement, bon, moi je suis pianiste, je vais parler du passage du pouce par exemple, donc on va aller définir quelque chose de très ciblé et qui va aussi pouvoir donner confiance pour la suite du processus. Donc, bravo, on avait ciblé un objectif et cet objectif-là a été atteint. Donc, chaque petit pas va être encouragé et soutenu, ce qui va aussi venir encourager le sentiment de compétence de l'enfant et d'efficacité personnelle. Finalement, la rétroaction qui est appréciée par élève, donc on veut donner une rétroaction qui est spécifique et qui va pouvoir être une aide pour l'élève, qui va lui permettre de voir plus clair pour la suite des choses, une rétroaction qui va être formative, qui va lui permettre de connaître la qualité actuelle du travail et aussi qui est facile à comprendre. Donc, chose aussi qu'en musique, on a tendance à mettre l'accent souvent sur les erreurs. On vise la performance. À la fin de la pratique, on veut être capable d'exécuter une pièce devant public, par exemple. Donc, c'est sûr qu'on veut limiter les erreurs, on veut éliminer graduellement les erreurs qui se trouvent dans une pièce. Et par le fait même, on oublie parfois de soulever aussi tout ce qui est réussi et maîtrisé par les élèves. Donc, la rétroaction, elle peut aussi servir à mettre l'emphase sur ce qui a été accompli et ce qui a été réussi, non seulement ce qui reste à accomplir. Ce qui m'amène à parler de l'anxiété de performance musicale et de l'évaluation de la compétence. Donc, l'anxiété de performance est vraiment liée à l'évaluation qu'on fait de sa propre compétence. La qualité des rétroactions de l'enseignant influence le sens que les élèves donnent aux erreurs commises dans diverses situations d'apprentissage et les émotions qui y sont liées. L'évaluation de la compétence peut se faire selon trois catégories, si on veut. Donc, l'élève peut d'abord évaluer sa compétence face à l'activité même. En classe de musique, les élèves sont souvent amenés à jouer plus d'un instrument. Donc, il se peut que l'élève simplement se dise, bon, par exemple, la guitare, c'est trop difficile et ça s'arrête là. Dans un contexte où la musique n'est pas un choix, je ne suis tout simplement pas bon ou pas bonne en musique. Donc, je fais une évaluation de ma compétence qui est liée à l'activité même. Je peux faire une évaluation de ma compétence selon mes performances passées ou mon potentiel maximum. J'ai eu un excellent résultat la dernière fois où j'ai fait une performance qui sera jamais, que je ne pourrai jamais égaler par la suite. Donc là, je ne veux pas mettre en péril ma dernière performance qui était exceptionnelle. Donc une évaluation de la performance passée finalement. Et je peux aussi me comparer aux performances des autres. Donc en milieu, comme on l'a dit, avec les milieux homogènes que constituent dans le fond les programmes hors études, c'est une comparaison qui peut être assez fréquente.
L'utilisation de, en fait, quand on parle, je m'en vais lire le titre, pardon, l'utilisation des rétroactions efficaces, donc je reviens toujours avec l'évaluation de la compétence. Si on regarde l'articulation finalement de l'anxiété de performance, on a des pensées négatives d'abord qui sont liées vraiment à l'évaluation de la compétence. De ces pensées négatives-là vont découler des manifestations affectives, cognitives, physiques dont on a déjà parlé. Et pour éviter de ressentir cet inconfort, ce désagrément lié à l'anxiété de performance, l'élève va être amené, ou l'individu, peu importe, va être amené à développer des mécanismes de protection. Une personne qui veut se retrouver dans une situation inconfortable, et ces mécanismes de protection, on verra plus tard, seront parfois de l'évitement, donc ne pas vouloir se confronter à un échec, on va passer à l'évitement, ou des mécanismes compulsifs, donc de la pratique excessive en vue d'une performance à venir. Donc, pour agir en amont un peu, ce qu'on propose, c'est d'intervenir sur les pensées négatives déjà. Donc, remettre en question un peu les pensées négatives qui alimentent la réflexion des élèves, la réflexion qui était liée, si je reviens à ma diapositive précédente, la réflexion qui est liée à son évaluation de la compétence par rapport à l'activité, ses performances, etc. Donc, de remettre en question, se reconnecter à la réalité. Donc, il faut identifier ces pensées négatives-là, puis après ça, d'en discuter avec l'élève. Bon, à chaque fois, j'oublie mes notes, je perds vraiment toute la suite de ma partition, quelque chose comme ça. Donc, de revenir avec l'élève, quelle était vraiment ta dernière performance? Est-ce que vraiment à chaque fois, dans quel contexte tu oublies tes notes? Puis là, d'aller trouver des solutions par la suite. Même chose quand c'est une appréhension de venir jouer devant public. Bon, j'ai peur du jugement des autres, etc. Donc, comment ça s'est passé la dernière fois? Quel était le jugement des autres, finalement, par rapport à ta performance? De revenir se centrer ici et connecter à la réalité. Ensuite, de dédramatiser, donc de développer des pensées qui sont aidantes pour un peu enlever la gravité de la situation. Donc, dans certains cas, les élèves pensent qu'ils n'ont pas le droit à faire aucune erreur, ils ont des idéaux de réussite qui sont inatteignables. Pourtant, c'est tout à fait normal de faire des erreurs. Donc, on est dans un contexte d'apprentissage et donc, l'enseignant peut aider l'élève à prendre conscience finalement de commettre les erreurs, entre autres, n'est pas une finalité en soi, mais qu'on est dans un processus d'apprentissage et donc d'évolution. Prendre ou rendre le contrôle, donc sortir de l'anticipation, passer en mode action. Pour les élèves qui ont tendance à faire de l'évitement ou des pratiques compulsives, c'est de se faire un horaire, un échéancier clair avec un temps de pratique, un plan de travail qui va être détaillé, qui va lui donner des bonnes habitudes de pratique et qui va redonner le contrôle finalement à la personne sur la situation qui est à venir. On a aussi faire le lien avec la courbe d'évitement, la courbe d'exposition. Un élève qui vit de l'anxiété, comme je le disais, va avoir tendance à vouloir éviter les situations. On ne veut pas non plus surexposer trop rapidement quelqu'un qui est anxieux. On veut l'exposer graduellement à ces situations-là. On a dit que les performances en grand ensemble étaient moins anxiogènes que les performances solo. Donc, on peut d'abord inviter les élèves à se diriger vers des performances qui vont être en grand groupe. Ensuite de ça, d'aller vers des performances qui vont être en plus petits groupes et graduellement, peut-être qu'un jour, cet élève-là sera en mesure de pouvoir jouer en solo devant un grand public. Même chose pour ce qui est du public aussi, justement. On peut exposer les élèves à des performances devant un petit public d'abord et ensuite un plus grand nombre de personnes dans le public, aller jusqu'à un public qui sera éventuellement un public connaisseur, évaluateur, qui correspondrait la circonstance contextuelle la plus anxiogène pour le musicien. L'anxiété est inconfortable, mais elle n'est pas dangereuse, donc on ne veut pas renforcer le sentiment d'évitement des élèves. On veut vraiment les amener tranquillement à apprivoiser cette anxiété-là et donc, c'est ça, à l'accueillir et à faire avec pour la suite des choses. Pour supporter la motivation intrinsèque dès l'entrée dans le programme, ce qu'on voit, c'est que ça diminue avec les années et en fonction notamment de l'origine de la demande de participation.
Donc, on a les piliers de la motivation scolaire qui peuvent nous permettre aussi d'évaluer le type d'intervention qu'on est en train de réaliser auprès des élèves. Donc, l'élève, pour être motivé, a besoin de sens. Est-ce que mon intervention permet de bien saisir la valeur, l'importance de ce qui est demandé, de lui donner du sens? D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est qu'en vieillissant, les élèves, de façon générale, la musique est très appréciée, en fait, des élèves au primaire et même au secondaire, mais qu'en vieillissant, les élèves ont tendance à aller faire des choix de parcours en fonction de ce qu'ils ont envisagé comme carrière future. Donc, la valeur, l'importance de la pratique instrumentale, qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'enfant est important dans sa quête de sens et donc dans sa motivation à poursuivre ses études aussi en éducation musicale, par exemple. Est-ce que mon intervention permet de supporter le besoin de compétences de l'élève, donc de cultiver le sentiment de compétence de l'élève, tant dans mes rétroactions que dans ma façon d'amener les activités pédagogiques? Ensuite, le besoin de contrôle. Est-ce que mon intervention permet de sentir que l'élève a du contrôle sur ce qui lui est demandé? Est-ce qu'il peut vraiment être amené à répondre correctement à la demande qui lui est demandée? Voilà, donc la fin de ma présentation. Et donc, je rappelle que ces réflexions-là sont à partager tant pour les enseignants de musique que pour les parents, en tant que parents d'élèves musiciens, d'enfants musiciens. Ce sont aussi des interventions à réfléchir pour les parents. Finalement, vous avez aussi les références bibliographiques des auteurs qui ont été cités dans la présentation. Et voilà ce qui clôt. Merci.